Alors non, hein, malgré ce que Euro NCAP nous a dit le 8 décembre 2021, la Renault Zoé et la Dacia Spring ne sont pas des cercueils sur roues, ne sont pas des mouroirs électriques. Et je regrette un peu l'émotion qu'il y a eu une fois cette actualité publiée au début du mois de décembre. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui à quel point l'évaluation et les notes que donne Euro NCAP sont devenues complètement incompréhensibles pour tout à chacun qui souhaite se renseigner et acheter une nouvelle voiture, qu'elle soit thermique, hybride ou électrique. Mais avant ça, j'aimerais qu'on comprenne bien comment fonctionne le barème Euro NCAP en 2021. Euro NCAP qui est un organisme indépendant d'évaluation de la sécurité des véhicules automobiles en Europe, qui a des équivalents un peu partout dans le monde. En Amérique latine par exemple ou en Inde, ça fait parfois les gros titres aussi. À l'origine, Euro NCAP c'était assez simple, il prenait des voitures dans la chaîne de production des constructeurs, il faisait différents crash tests et il pouvait évaluer la dangerosité et la qualité des blessures que vous pourriez avoir si jamais vous avez un accident avec la voiture que vous achetez. Euro NCAP fait toujours ça aujourd'hui et le fait même de mieux en mieux puisqu'on a différents types de crash tests. On a non seulement le crash test frontal et latéral qu'on connaît depuis que Euro NCAP publie ses étoiles, mais on a aussi des crash tests plus exigeants, ce qu'on appelle à faible recouvrement, où on simule une collision, par exemple quand on croise une voiture sur la route, donc qui va se faire que sur une toute petite partie de la face avant. On a aussi des crash tests latéraux plus exigeants, comme par exemple si on a un impact du côté opposé du conducteur ou un impact contre un pylône ou un poteau. Donc on a vraiment une base de crash test qui est très complète et très exigeante pour les constructeurs. Et ces crash tests vont permettre d'évaluer la protection des occupants adultes, la première partie de la raison d'être d'Euro NCAP, et aussi la protection des occupants enfants, tels qu'ils la décrivent, qui par rapport à ces crash tests vont évaluer la qualité de la voiture à préserver naturellement les enfants une fois installé un siège enfant adapté aux différentes tailles et aux différents âges des enfants qu'on peut transporter. Donc je tiens vraiment à souligner que sur ces deux points, Euro NCAP a vraiment beaucoup apporté concernant la sécurité des véhicules. D'une part, on est beaucoup mieux protégé en tant qu'adulte. Aujourd'hui, c'est pas rare sur les véhicules récents, même très abordable d'avoir des notes de protection qui dépassent les 90%. C'est vraiment très rassurant. Concernant la protection des enfants, là aussi, d'année en année, les notes s'améliorent. Et grâce à ces exigences, on a un standard dans l'industrie qui est le standard ISOFIX qui s'est imposé. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de transporter des enfants, on utilise des sièges bébés et des sièges enfants ISOFIX qui sont nettement plus faciles à installer et qui sont beaucoup plus sûrs en ce qui concerne leur protection. Donc vraiment, on a eu beaucoup de progrès depuis ces innovations. Et en ça, je salue vraiment l'initiative et l'effort qu'a été Euro NCAP, parce que ça a vraiment accompagné l'industrie dans la conception et la mise au point de véhicules plus récents, plus sûrs, qui protègent mieux leurs occupants, tout simplement. Plus récemment, Euro NCAP s'est intéressé à la protection des piétons, donc à l'extérieur de la voiture, naturellement. Ce qui aujourd'hui rentre dans la catégorie des usagers vulnérables de la route. Donc c'est essentiellement la protection piéton, la détection des piétons aussi grâce à un système de freinage automatique d'urgence. Freinage automatique d'urgence qui est aussi évalué concernant les cyclistes. Si vous avez une trottinette, pour le moment, Euro NCAP ne tient pas compte de votre protection. Donc là, ça peut poser peut-être un peu plus de débat. Moi, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, mais la partie usager vulnérable va vraiment prendre en compte la protection des piétons et un petit peu des cyclistes et plus du tout les occupants de la voiture. Est-ce que quand on achète une voiture, on se préoccupe autant des piétons et des personnes vulnérables? Je pense que tout à chacun essaie d'avoir une conduite prudente et responsable pour protéger les personnes et son environnement. Et c'est important que la voiture soit la plus sûre possible en cas malheureusement de collision. Mais mettre autant d'importance dans le barème pour la collision avec les piétons, je trouve ça peut-être un peu exagéré. Puisque dans cette catégorie des usagers vulnérables, on a la prise en compte de l'aide au freinage d'urgence. Donc l'aide au freinage d'urgence, c'est arrivé il y a 10-15 ans sur les voitures d'abord luxueuses, notamment certaines Volvo. Si vous achetez un des premiers XC60 d'occasion, vous aurez ce type d'équipement, donc c'est pas mal. Et, au départ, c'était vraiment concernant la collision envers les voitures, pour éviter d'emboutir la voiture de devant lorsqu'on freine trop tard.
Et petit à petit, les équipementiers ont calibré leurs équipements pour pouvoir détecter des usagers plus petits, donc qui sont les piétons et les cyclistes pour ces équipements. Et la partie protection des usagers vulnérables du barème Euro NCAP va considérer le freinage d'urgence pour les piétons et les cyclistes. Enfin, la dernière catégorie d'évaluation d'Euro NCAP, qui je pense peut prêter encore plus à débat que la protection des usagers vulnérables, c'est ce qu'on appelle les aides à la conduite. Là, je pense que c'est devenu peut-être un peu trop. C'est dans cette catégorie des aides à la conduite qu'Euro NCAP va prendre en compte l'aide au freinage d'urgence pour les voitures et pas pour les piétons et les cyclistes, mais elle va prendre en compte aussi l'aide au maintien dans la voie, une aide à la conduite qui est devenue assez désagréable tellement elle est mal mise au point sur la plupart des nouvelles voitures. Elle va prendre en compte aussi le capteur d'attention pour savoir si la voiture vérifie que le conducteur est bien attentif à sa conduite. Donc ça, c'est des équipements qui peuvent être très variables dans leur qualité. Soit on aura un capteur infrarouge qui sera derrière le volant, qui va être, voire même avec une caméra qui va parfaitement vérifier que le conducteur est attentif à sa conduite. Soit on aura quelque chose de beaucoup moins cher, mais aussi peut-être moins fiable, qui va juste vérifier dans les capteurs de comportement de la voiture s'il n'y a pas un écart par rapport à un comportement régulier auquel elle est habituée. C'est aussi dans cette catégorie un peu fourre-tout des aides à la conduite que va être prise en compte par exemple une aide au respect de la vitesse limitée, un équipement qui va être obligatoire d'ici 2023. Alors sur le principe, je ne suis pas spécialement contre qu'on nous aide, nous conducteurs, à respecter les limitations de vitesse, mais pareil, comme tous les équipements d'aide à la conduite, c'est vraiment la mise au point qui peut poser problème. Et si on a quelque chose qui est vraiment mal mis au point et qui n'est pas efficace 99,9% du temps, ça va juste être pénible et on va vouloir qu'une chose, c'est le désactiver. Prenons l'exemple d'une aide à la conduite relativement simple et assez connue pour illustrer mon propos. C'est les essuie-glaces automatiques. En fonction des marques et des voitures, vous allez avoir différentes qualités et différentes performances. Tout ça, c'est dû à la mise au point. J'ai pu rouler dans certaines voitures du groupe Volkswagen où l'essuie-glace automatique, vous l'activiez. Si vous redémarrez la voiture, ça reste activé si vous l'avez laissé ainsi. Et vous avez une grosse cellule au-dessus du rétroviseur qui permet de bien voir la quantité d'eau qu'il y a sur le pare-brise. Et ça marche très bien, ça s'adapte très bien à la quantité de pluie que vous pouvez avoir lors d'une intempérie. Sur d'autres voitures, ça va être beaucoup moins bien fait. Je pense notamment à la Mini que j'ai eue avant ou même à la Twingo aujourd'hui. Sur la Mini, vous deviez activer l'essuie-glace automatique à chaque fois que vous démarriez la voiture si vous en aviez besoin. Donc là, ça fait une action supplémentaire à faire qui, à mon avis, n'est pas nécessaire. Soit on doit pouvoir le laisser désactiver ou on doit pouvoir le laisser activer. Et aussi, la cellule était beaucoup plus petite au-dessus du rétroviseur, donc le système en lui-même était beaucoup moins fiable et beaucoup moins capable de s'adapter à la quantité de pluie qu'il y avait. La Twingo, c'est un peu un entre-deux. Vous n'avez pas une cellule immense pour bien vous adapter à la quantité de pluie. C'est un peu dommage. Par contre, l'essuie-glace automatique reste activé, donc ça, c'est bien. Mais vous avez un espèce de réglage complètement inutile concernant la sensibilité de la détection de pluie de l'essuie-glace automatique. Une aide à la conduite, si elle est bien mise au point, vous ne devriez pas avoir à la régler vous-même. Voilà, un exemple simple, mais qui est pour moi tout autant valable, et voire même encore plus valable, sur des équipements comme l'aide au maintien dans la voie, ou comme l'assistance du respect de la vitesse, appelons-le comme on veut, ou encore pour l'aide au freinage d'urgence. Si vous avez une aide au freinage d'urgence qui est mal calibrée, et ben, dès que vous êtes trop près d'une voiture mais en sécurité, ça va sonner. Dès que vous êtes dans une rue en ville qui tourne un peu trop avec des voitures sur le côté, eh ben ça va sonner. Et au bout d'un moment, vous allez désactiver l'équipement et donc la protection que pouvait vous apporter cet équipement n'est plus assurée. Et c'est un peu ce que je trouve dommage sur ce nouveau barème Euro NCAP, c'est que dans cette catégorie des aides à la conduite, on va évaluer l'efficacité bien sûr des aides à la conduite, mais on va aussi vous enlever des points simplement si vous avez ou n'avez pas telle aide à la conduite. Donc ça peut inciter certains constructeurs à mettre un équipement supplémentaire sur les voitures qui va vous coûter plus cher naturellement et ne pas spécialement vous mettre la meilleure version de cet équipement, la version la mieux calibrée, la mieux mise au point pour pas non plus que ça vous coûte trop cher. Ça va lui faire gagner des points dans le barème, mais au niveau de la protection réelle que vous aurez au quotidien
grâce à cet équipement, vous n'aurez finalement pas grand-chose de mieux. Et c'est à cause de ces catégories d'équipements d'aide à la conduite que la Spring et la Zoé se retrouvent avec d'aussi mauvaises notes. Alors que pourtant la Zoé, quand elle est sortie, s'était retrouvée avec 5 étoiles, donc c'est quand même une voiture qui est capable de vous protéger. Concernant la Spring, du fait de ses normes et de ses évaluations de sécurité et de crash test, Renault et Dacia ont fait des compromis qui, à mon avis, ne sont pas les plus intéressants. Puisque ça c'est bien, on a 6 airbags, dont les airbags rideaux, ça je vous l'avais déjà dit, c'est très important. Mais on a un système d'aide au freinage d'urgence qui est perfectible, en tout cas selon Euro NCAP. Plutôt que d'avoir des mauvaises aides à la conduite, j'aurais je pense préféré avoir par exemple de bien meilleurs pneus que les pneus chinois qui sont fournis de série sur la Dacia Spring. Et concernant la Zoé, elle se retrouve avec 0 étoile du fait de sa note concernant les aides à la conduite, parce qu'elle ne dispose pas de série d'une aide au freinage d'urgence, tout simplement. Soyons clairs, hein, moi je suis tout à fait pour qu'une voiture de la catégorie et du prix d'une Zoé soit équipée de série d'une aide au freinage d'urgence. Et qu'elle soit même équipée d'une aide au freinage d'urgence qui soit bien calibrée et qui soit efficace. On n'est pas du tout sur la même catégorie que la Spring ou que même la Twingo. Et par contre, lui mettre 0 étoile pour ça, je trouve que ça n'a aucun sens, puisque ça peut laisser passer le message comme quoi la voiture est dangereuse, ou que même une Dacia Spring c'est dangereux. Or non, ce ne sont pas des voitures dangereuses, ce sont des voitures qui sont quand même récentes, qui bénéficient de toutes les technologies de conception, d'industrialisation, de fabrication qu'on peut avoir aujourd'hui, et qui sont nettement plus sûres que des voitures équivalentes d'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et c'est bien ça ce que je reproche à Euro NCAP, c'est que les étoiles sont données en fonction de la moins bonne note parmi les 4 catégories. Donc vous pouvez avoir une voiture qui va être très sûre pour les occupants adultes et les enfants, si elle est complètement aux fraises au niveau des aides à la conduite, par exemple pour garder un prix le plus abordable possible, et bien vous allez vous retrouver avec un véhicule qui n'aura que 0, 1, 2, voire 3 étoiles. Donc là où vous pouviez acheter une Clio en 2005 qui était 5 étoiles Euro NCAP, vous allez la remplacer aujourd'hui par une Zoé à 0 étoile Euro NCAP. Certains acheteurs vont se dire mais ma voiture, la nouvelle voiture que je vais acheter est dangereuse, elle est beaucoup moins sûre que la Clio que j'ai achetée en 2005. Or c'est pas vrai. Et c'est ça que je trouve problématique dans le barème Euro NCAP, c'est qu'elle ne donne pas une indication d'à quel point une voiture aujourd'hui est plus sûre et mieux en termes de sécurité qu'une voiture d'il y a 5, 10 ou 15 ans. Alors je ne dis pas que c'est un problème qui est facile à régler, hein, parce que c'est pareil, une question de compromis de la part d'Euro NCAP, parce qu'il faut que leurs évaluations et leurs notes restent sérieux et continuent d'évoluer au fur et à mesure que les progrès technologiques se font. Une proposition que je pourrais faire, moi, c'est d'avoir un critère prix de vente de la voiture par rapport à la sécurité. Par exemple, est-ce que on pourrait pas pondérer une note Euro NCAP en fonction du prix de vente de la voiture? Si la voiture est vendue moins de 15 000 euros, la note de sécurité pourra peut-être être plus acceptable que si la voiture est vendue 40 000 euros. Une distinction par rapport au prix comme ça permettrait à Euro NCAP d'être tout aussi sévère, voire même plus, envers des voitures qui ne sont pas suffisamment sûres vis-à-vis de leur prix. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette évaluation des étoiles Euro NCAP, comment elle a progressé ces 20 dernières années. Est-ce que dans votre vie d'automobiliste, ça a déjà été un critère qui vous a fait décider de l'achat ou non d'une voiture? Je serais assez intéressé de connaître votre avis par rapport à ça. Et dites-moi aussi si vous partagez ou pas mon avis par rapport au fait que les étoiles Euro NCAP ont perdu de leur valeur par rapport à ce qu'elles étaient, par exemple, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux. Merci pour vos partages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me fait vraiment toujours plaisir de discuter avec vous et de partager un peu de passion automobile sans pression. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.